Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Bonjour à tous, une pluie de questions en ce dernier jour d'année scolaire. Au programme de Parlons Vrai chez Bourdin, 3100 postes d'enseignants à pourvoir et pas de prétendants. Comment fait-on classe alors? La vie dans nos quartiers défavorisés reprend. Normalement, pas sûr. En tout cas, le dialogue doit reprendre. Et ça commencera à 11h sur Sud Radio avec notre débat, police, jeunesse, élus, parents. Comment avancer ensemble? Souvent évoqué comme sanction judiciaire constructive, les travaux d'intérêt généraux doivent-ils se développer? Notre invité de midi 10 vient de rendre une étude détaillée sur la question. Vous prononcez, vous les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300. Dans un instant, le député de l'Aveyron, Stéphane Mazard, il alerte dans un rapport, il y a urgence à apaiser le climat social à 1 an des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais tout de suite, Félix Mathieu et sa question quotidienne, dans quel monde on vit? Bonjour Félix. Bonjour Frédéric. Alors, dans quel monde on vit? On va aller en Dordogne, c'est un joli monde. En Dordogne, là en revanche ça se corse, un homme et sa famille croulent sous les menaces de mort depuis plusieurs jours. Pour une raison alors totalement improbable, il porte le même nom que le policier impliqué dans la mort de Naël à Nanterre. Oui, avant de se découvrir cette homonymie, il ne comprenait pas au début pourquoi il recevait ces insultes, ces menaces, une 50aine de messages dès le premier jour, mercredi de la semaine dernière. Assassin, meurtrier, des internautes menacent de venir lui mettre une balle dans la tête, voire même d'égorger ses enfants. Il finit par comprendre qu'en fait il porte le même nom et que le policier impliqué dans l'affaire qui secoue le pays. L'homme s'est confié à nos confrères de Sud-Ouest. Le journal raconte même avoir eu du mal à entrer en contact avec lui pour l'interview, à le mettre en confiance tant il se sentait traqué, suspectant un piège, un traquenard. Même son épouse a reçu des menaces. Certains internautes la prenaient pour l'épouse du policier en garde à vue. La famille terrorisée a été placée sous surveillance de la gendarmerie. Alors cela donne une idée de la pression qui pèse sur la famille du vrai policier auteur du tir mortel. Policier dont l'identité a donc été dévoilée d'abord sur les réseaux sociaux, mais aussi désormais par un journal, le journal local Oise Hebdo. Le nom, la photo, mais aussi la commune de résidence de l'agent placé en détention. Le ministre de l'Intérieur annonce saisir la justice contre cette publication qui, selon Gérald Darmanin, met en danger la vie de la famille du policier menacé de mort. Malgré nos demandes de retrait de ce contenu irresponsable, celle-ci persiste. Je saisis le procureur de la République. De son côté, la direction d'Oise Hebdo dit s'étonner de cette procédure alors que l'adresse complète circulait déjà sur Internet depuis une semaine et que le ministère de l'Intérieur indique avoir pris des dispositions de protection de la famille. Surréaliste, même les vrais médias, à ne rien y comprendre. Merci Félix Mathieu. Allez, tout de suite, nous entrons dans notre premier sujet. Inquiétude autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 2 députés ont remis un rapport d'information comportant une 50aine de recommandations et il y a, il faut le dire, certaines inquiétudes. Stéphane Mazard, député Renaissance de l'Aveyron, est un de ces 2 députés avec Stéphane Peu du Parti communiste français. Vous êtes avec nous, Stéphane Mazard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps parce que vous avez été très sollicité. C'est comme si ce rapport avait eu le mérite de dire « Oh là là, mais au fait, est-ce qu'on est prêt ?» Alors, est-ce qu'on est prêt à 1 an des Jeux? On sera prêt, mais il y a des points de vigilance et il y a certains sujets sur lesquels il ne faut surtout pas relâcher l'effort. Déjà, Stéphane Peu et moi-même, on l'a toujours dit tout au long de notre mission d'information, à chaque fois que nous avons auditionné des interlocuteurs, on a toujours affirmé que nous étions, nous, très favorables aux Jeux Olympiques et Paralympiques. On considère que c'est une chance extraordinaire pour notre pays d'avoir cet événement sans aucune mesure avec les autres et qui va, on l'espère, donc permettre à notre pays de trouver un moment de un peu d'allégresse, de cohésion. Donc ouais. ça, mais c'est dans cette perspective que vous y mettez des bémols. Alors, on commence par les bémols. Déjà, ça nous ramène à l'actualité, monsieur le député. Effectivement, vu le contexte social, on imagine que ça a des conséquences. Le monde entier nous regarde. Le monde entier, effectivement, nous regarde. Et certains peuvent être inquiets de ce qui se donne à voir depuis quelques semaines. Bon, maintenant, voilà, les Jeux Olympiques, c'est dans 1 an. On espère qu'on va retrouver la concorde, pour reprendre une expression qui a été employée par le président de la République lui-même hier.
et qu'on va tous être dynamiques et positifs pour les événements qui viennent. Ce que nous on dit, c'est que justement, il faut essayer d'apaiser au maximum le climat social pour qu'on puisse donc finir la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques dans de bonnes conditions et que nous puissions donc avoir au mois d'août et septembre prochain les capacités d'accueillir le monde entier dans des conditions acceptables. Oui, ça a le mérite de soulever une question de fond et centrale pour tous nos politiques, c'est comment on calme le climat social. Est-ce qu'on donne raison et on apaise, ou est-ce qu'on est un peu plus ferme pour calmer? Ça sera au gouvernement de trancher, en l'occurrence. Bien évidemment, mais je crois qu'aussi, par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques, il faut aussi qu'on n'ait pas les jeux honteux. C'est-à-dire qu'il faut aussi indiquer à nos concitoyens, et parfois même à ceux qui ont pu exprimer une colère, un mécontentement dans un cadre acceptable, c'est que les Jeux Olympiques et Paralympiques, sur certaines parties du territoire national, et je pense notamment à la Seine-Saint-Denis, vont bénéficier de l'héritage. Quand il y a le village olympique qui est construit, quand il y a le village des athlètes qui est construit, quand on est en train de construire un centre aquatique, tout cela va rester après les Jeux Olympiques et va bénéficier à la population qui vit sur ces territoires-là. Oui, et ça change complètement la phase, on va dire la face et l'apparence de ce périmètre autour notamment du Stade de France et en Seine-Saint-Denis. Donc bien évidemment, sûr. Conséquence. Alors, j'aimerais revenir sur un des points centraux, ou un des points centraux, ça dépend comment on le voit, sur votre rapport. L'impact global des Jeux, donc entre 5,3 milliards et 10,7 milliards d'euros, dont 1,43 milliard à 3,5 milliards pour les seules retombées touristiques. Il est là le souci. Et vous avez pu constater qu'avec les derniers événements, donc à savoir les violences suite aux manifestations des retraites et puis aussi ce qu'on a appelé les émeutes, il y a des gens qui décommandent leur venue à Paris et ça impacte le tourisme. Oui, alors... Ce qu'il faut savoir, c'est que quand une ville présente sa candidature aux Jeux Olympiques, souvent ce qui motive cette ville, cette candidature, ce sont les retombées économiques, de manière générale, et dans les retombées économiques, les retombées touristiques. Bon, Paris est déjà une place forte du tourisme, puisque Paris a l'habitude d'accueillir chaque année donc des centaines de milliers de visiteurs qui viennent à Paris naturellement parce que c'est la plus belle ville du monde. Donc là, il risque d'y avoir un effet d'éviction, c'est-à-dire ceux qui viennent habituellement à Paris pour y faire du tourisme classique ne vont pas forcément venir l'été 2024. Donc il y a un effet d'éviction qu'on a du mal à quantifier. Oui, c'est une espèce de balance en fait. Il y a ceux qui ne viennent pas parce qu'il y a les JO, mais il y a ceux qui viendront parce qu'il y a les JO. Mais par contre, il y a ces millions de spectateurs qui vont venir parce qu'il y a les JO et qu'ils veulent participer à cette grande fête. Ils ont déjà pris d'ailleurs pour la plupart d'entre eux leur ticket, leur pack, et ils vont venir donc à l'occasion des Jeux Olympiques pour aller voir le basket, pour aller voir l'athlétisme, et puis pour passer un agréable séjour donc en région parisienne, et puis peut-être aussi, on peut l'espérer, sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de packages que l'industrie du tourisme va mettre en place. Mais est-ce qu'aujourd'hui, venir en France, ça fait peur pour certains touristes étrangers? Oui, quand on voit les émeutes, quand on voit les violences. Encore une fois, vous savez, je pense que quand on est regardé de l'extérieur, et ça ne remonte pas à 6 mois, à 1 an ou à 6 ans, la France est la France, avec toujours effectivement ces mouvements sociaux qui parfois peuvent être un peu durs, qui parfois sont incompris de l'extérieur. Bon, donc ça c'est le contexte général. Après ce qui s'est passé ces derniers jours, bien évidemment que ça fait peur, ça nous fait peur à nous-mêmes et ça fait peur à nos voisins. Ouais. Donc là, il faut bien évidemment que tout cela retombe, qu'on apaise la société, qu'on puisse tout de suite, encore une fois, se projeter sur l'avenir et sur ce que doivent être les Jeux en termes de cohésion et en termes d'aménagement. Les Jeux Olympiques, c'est un accélérateur, c'est-à-dire que les aménagements qui vont être faits sur la Seine-Saint-Denis, pour reprendre encore une fois cet exemple, c'est un accélérateur de 15-20 ans en fonction des équipements qui vont sortir de terre et qui sont en train de sortir de terre et qui sont livrés au fil de l'eau par la Solideo. Alors justement, la Solideo, qui est en fait l'entreprise qui s'occupe des infrastructures et qui sollicite beaucoup d'entreprises, qui sollicite aussi beaucoup de travailleurs issus de milieux difficiles. Il y a un rôle social. Ça, vous avez tenu à le mettre en avant dans votre rapport. Parce que c'était un engagement fort qui avait été passé par la Solideo et le COSOP, en termes donc d'engagement sur les retombées économiques, sur le tissu économique local, sur les heures d'insertion, c'est-à-dire
l'idée qu'un public éloigné de l'emploi puisse venir par l'intermédiaire des Jeux Olympiques et Paralympiques reprendre pied avec le monde du travail. Et c'est vrai que les engagements qui avaient été pris par la Solidéo et par le COJOP, qui étaient des engagements assez élevés, on a constaté qu'ils étaient tenus. Donc à ce jour, l'idée de remettre au travail des personnes qui en étaient éloignées dans ces quartiers-là, c'est un pari qui est en train d'être réussi. Sur les transports, alors quand on est francilien, évidemment, de l'extérieur, ça va. Bon, vous êtes député de l'Aveyron, mais vous arrivez souvent à Paris. Aujourd'hui, c'est un calvaire, hein, les transports. La France sera prête ? Alors on sait que les transports dans la région parisienne sont très largement perturbés. On n'est pas revenu au niveau avant Covid. On a des problèmes de recrutement dans ce secteur d'activité comme dans beaucoup de secteurs en tension. Donc il y a des enjeux qui sont très importants. Nous, ce qu'on dit dans notre rapport, c'est qu'il y a un sujet sur lequel on peut avoir un peu de prise. C'est celui de l'ouverture à la concurrence des lignes de bus RATP. Vous savez qu'il y a une ouverture à la concurrence qui doit être effective au mois de janvier 2025, mais ça nécessite de mettre en place la procédure d'appel d'offres courant 2024, l'année des JO. Bon, c'est peut-être pas le meilleur moment pour ouvrir ce sujet avec des partenaires sociaux qui aujourd'hui peuvent être un peu tendus sur l'évocation de cette ouverture à la concurrence. Donc nous, ce qu'on préconise dans le rapport, on l'avait déjà fait au mois de février, c'est d'enjamber les Jeux Olympiques pour qu'on puisse donc procéder à cette ouverture à la concurrence après les Jeux de 2024. Bon, très bien. Et puis le dernier point sur lequel vous êtes beaucoup revenu, c'est la plateforme Airbnb. Concurrence déloyale. Bon, ça va être la foire d'empoigne, mais c'est comme ça pour avoir moi-même à titre personnel couvert beaucoup de Jeux Olympiques. Pour trouver un appartement sur le site des Jeux, c'est une galère. Mais là, ça va prendre des proportions et vous dites stop. Non, alors, on profite justement du zoom porté à la plateforme Airbnb à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, puisqu'elle va être très largement sollicitée, et c'est normal, et tant mieux d'ailleurs, puisqu'il y a une offre d'hébergement qu'on ne pourra pas satisfaire si on n'a pas le réseau Airbnb. Mais on profite effectivement de cette mise en lumière pour dire attention, c'est peut-être le moment de mieux encadrer Airbnb et de revenir à l'esprit d'Airbnb. Aujourd'hui, quand vous avez des locations Airbnb qui deviennent des locations de meublés touristique sur 3 mois de l'année ou 4 mois de l'année, on dénature totalement ce que devait être Airbnb au départ. Et puis surtout, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de rétablir la distorsion de concurrence qu'il y a entre le secteur Airbnb et le secteur hôtelier classique. Oui. Et c'est nos propositions en termes de fiscalité, de TVA. Ce qui peut être comparable d'ailleurs entre les chauffeurs Uber et les taxis, par exemple. Une comparaison comme ça, qu'il y ait une espèce d'équité et que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Merci, c'est très clair. Stéphane Mazard, vous êtes député Renaissance de l'Aveyron. Vous avez donc produit ce rapport qui va faire réfléchir. Nous sommes à un peu plus d'1 an des Jeux Olympiques et vous l'avez dit, on y croit, ça va être la fête. C'est si beau les Jeux Olympiques. Merci Stéphane Mazard. Vous réagissez, les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300. Êtes-vous confiant pour l'organisation de ces Jeux Olympiques? Et puis aussi, question sur les professeurs. Nous en parlons. 3100 postes à pourvoir et pas de prétendants. C'est inquiétant. Y aura-t-il assez d'enseignants à la rentrée? Tout cela, vous participez 0826 300 300 et on y revient dans un instant. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Est-ce qu'on va pouvoir faire classe normalement à la rentrée prochaine? Selon des chiffres du ministère, 3163 postes dans le public n'ont pas été pourvus sur plus de 23 800 postes ouverts en 2023. Inquiétude. On va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que ce métier d'enseignant est un métier repoussant? Pour nous expliquer tout cela, Sophie Audugé, vous êtes déléguée générale de l'association SOS Éducation. Bonjour Sophie Audugé. Bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs. Merci de prendre un petit peu de temps. Alors vous parlez de nos auditeurs, justement, ils auront sans doute des questions à vous poser. Vous intervenez au 0826 300 300. Est-ce que pour vous, enseignant est un métier repoussant? Le fait qu'on ait ce manque, ce déficit là, plus de 3160 postes qui ne sont pas pourvus, vous le comprenez, vous l'avez anticipé, vous savez pourquoi, Sophie Audugé? Oui, alors c'est vraiment pas un phénomène nouveau, hein. C'est une situation qui n'a cessé de s'aggraver depuis plus d'une dizaine d'années, qui s'est franchement aggravée les 5 dernières années. Et puis,
il y a un manque de prise de décision, évidemment, du ministère de l'Éducation nationale et de nos politiques en général pour restaurer, évidemment, le métier de professeur et pour permettre aux professeurs de faire leur travail dans des conditions normales. Donc tout ça a des conséquences importantes. Alors je voudrais déjà évacuer une question, parce que justement vous parliez du ministère qui révèle une amélioration globale du rendement des concours, mais qui permet selon lui d'aborder la rentrée scolaire de façon plus sereine que l'année dernière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une exigence supplémentaire, mais que du coup forcément un peu moins de personnes sont susceptibles de répondre à cette exigence. Ça, qu'est-ce qu'on fait? On le garde? C'est un vrai argument ou pas? Alors non, ça c'est évidemment, comme d'habitude, une manipulation des chiffres. C'est pas du tout la réalité. La réalité, si vous voulez, c'est que l'année dernière, en 2022, l'accès au concours a été décalé d'une année. C'est-à-dire, au lieu de rentrer en Master 1, il fallait rentrer en Master 2. Donc, mécaniquement, vous aviez moins d'étudiants qui pouvaient postuler au concours. Logiquement, oui. Cette année, on n'a plus ce problème-là. Donc, on a eu l'année dernière des chiffres qui correspondaient à une situation conjoncturelle qui ne s'est pas retrouvée cette année. Donc ça, déjà, cette soi-disant amélioration de 2023 par rapport à 2022 est un mensonge. Voilà. Bon. La réalité, c'est que si vous comparez, par exemple, le nombre de candidats au concours actuellement, c'est-à-dire en gros, en tous les cas, sur le professeur des écoles, c'est-à-dire 60 000, je fais des chiffres simples parce que c'est très compliqué à la radio. Oui, et ça sera plus simple à comprendre, effectivement. Nous vous suivons. Voilà. Donc, en gros, 60 000 cette année et 56 000 l'année dernière. Entre 2017 et 2021, c'était environ 100 000. Donc, on voit bien qu'il y a quasiment une perte de 50%. Ah oui. Donc, non, c'est pas bon. Évidemment, le métier de professeur n'intéresse plus, parce que c'est un métier qui a été déclassé. Il a été déclassé financièrement. Il a été déclassé parce qu'on n'a plus d'exigences académiques. Et en même temps, parce que dans l'exercice de la profession, on ne demande plus aux professeurs cette exigence académique. On leur demande de faire tout et n'importe quoi. Et pour ceux qui instruisent et qui veulent transmettre leur savoir académique, mettre des notes, être exigeants avec leurs élèves, qui n'est pas un signe de maltraitance, il faut le rappeler. Au contraire, eh bien, ils sont d'une certaine mesure empêchés. Alors, dans ce que vous dites, Sophie Audugé, je rappelle, vous êtes déléguée générale de l'association SOS Éducation. Vous, les auditeurs, n'hésitez pas. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne et vous avez certainement un point de vue. 0826 300 300. Dans ce que vous dites, alors déjà, le salaire. Le salaire, il est clair que le ministre de l'Éducation nationale, les deux d'ailleurs qui se sont succédés, Pap Ndiaye et puis avant Jean-Michel Blanquer, ont tenu à réévaluer les salaires. Vous dites on n'y est pas encore, le compte n'y est pas. Absolument. Non, le compte n'y est pas du tout. Si vous voulez, d'abord, il y a un profond mépris de ce gouvernement envers la fonction de professeur. C'est une évidence, puisque, si vous voulez, on a vraiment l'impression que les professeurs font l'aumône. Alors, il faut avoir un peu de dignité quand même. Hein. Et moi, je comprends tout à fait que des personnes qui ont un bac plus 4, un bac plus 5, qui vont passer un CAPES, qui vont se présenter à l'agrégation, n'ont pas envie d'être traités comme des marchands de tapis qui vont aller pinailler 20 € par-ci, 40 € par-là. Enfin, oui, parce que l'augmentation, c'est quoi? C'est 30 € de plus par mois. C'était ça l'idée, non? Un peu plus. Oui, alors si vous voulez, c'est incompréhensible parce que évidemment ça descend, plus vous avez d'ancienneté, plus l'avantage baisse, que tout ça c'est conditionné à des activités en plus qui n'ont aucun sens. Tout ça, c'est un manque de courage politique. Évidemment qu'il faut reprendre l'éducation nationale du sol au plafond. Évidemment qu'il faut repenser la mission des professeurs. Mais il faut la repenser tout d'abord en étant intransigeant sur le niveau académique des professeurs, en laissant les professeurs faire leur travail de transmission, d'instruction et en arrêtant de leur demander qu'ils diffusent toutes les idéologies qui sont portées aujourd'hui par un pédagogisme politique, leur donner les moyens d'enseigner, ne pas critiquer les notes qu'ils mettent, puisque savoir aujourd'hui, et ça a quand même été bien communiqué. Alors oui, ça justement, Sophie Audugé, parce que je reprenais chacun de vos points qui sont très importants. Alors ça, quand vous évoquez cela, est-ce que vous mettez en avant la notion d'autorité, c'est-à-dire que aujourd'hui, le professeur, l'instituteur, l'enseignant de manière générale, a du mal à se faire respecter, alors
peut-être par les élèves, mais aussi par les familles, par tout un environnement, son action est décrédibilisée. Vous dites ça ou pas ? Mais bien sûr, évidemment. Mais bien sûr, vous avez absolument raison, bien sûr qu'on dit ça. Mais vous savez, la première chose qui a été décrédibilisée, c'est le savoir. C'est-à-dire qu'on a considéré que les élèves en savaient autant que les professeurs. Non. Faisons passer aux élèves les concours de l'agrégation, on verra bien qu'ils en savent moins que les professeurs. Donc ça déjà, c'est une aberration. Ensuite, l'autorité de l'institution a été déclassée parce que les gouvernements successifs et les ministres de l'éducation successifs ont abandonné l'école. Ils l'ont abandonnée à un pédagogisme politique. Donc l'institution, au même titre que l'institution de la justice ou l'institution de la police, si vous voulez, toutes les institutions qui avaient autorité, tant déclassées dans notre pays. Et puis après, il y a un constat humain. Vous êtes un étudiant, vous avez un bac plus 4, un bac plus 5 dans une matière, par exemple, scientifique. Ouais. Vous pouvez être professeur et gagner à peine 2 000 € par mois. Et vous pouvez rentrer dans le secteur privé pour faire de l'informatique en gagnant 4 ou 5 000. Certains salaires en début de carrière, ça peut être 1 450 € net. C'est ça, en début de carrière. Oui, mais bon, même à la fin, de toute façon, ça ne va pas monter aussi haut que ce que vous pourriez avoir. C'est quoi à la fin? C'est 2 000 au-dessus de 2 000 quand même. Oui, on peut être au-dessus de 2 000 en fin de carrière, mais si vous voulez, par rapport à un parcours éventuellement de scientifique dans le privé, il n'y a aucune commune mesure. Ouais. Alors si en face, vous ne garantissez pas un enjeu de service public, si vous dites pas à ces jeunes, tu vas changer la vie des enfants, tu vas faire en sorte, avec cette vocation, de faire que des jeunes vont devenir demain les ingénieurs qui vont changer le monde et qui représenteront la France. Si vous leur donnez pas cette envie de contribuer à quelque chose, faut pas s'étonner à ce moment-là qu'ils n'acceptent pas les conditions financières moins attractives, parce que de toute manière, les conditions de travail seront encore pires que dans le privé. Donc, ils perdent à tous les coups. Bon. Je vous précise quand même que c'est 70% de femmes dans l'éducation nationale. Là aussi, ça pose des questions. Ouais. Sophie Audugé, c'est très clair, vous êtes déléguée générale de l'association SOS Éducation. Merci de nous avoir éclairés, nous reviendrons là-dessus. D'ailleurs, notre grand débat à 11h va évoquer le dialogue social dans les quartiers difficiles. Nous viendrons forcément à un moment à la question de l'autorité, à la question... Réunion 5, course 4, je vous conseille le 2, Silver Spirit. Merci Jean-Paul, des pronostics à retrouver sur sudradio.fr et sur l'application mobile de Sud Radio. Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Comment vivre ses rêves dans les quartiers difficiles quand la société nous renvoie des success stories de millionnaires à longueur de contenu médiatique? La vie en gris, ça frustre. Comment éviter le cauchemar des habitants qui subissent les exactions des sans scrupules? Le président de la République évoque à leur sujet une décivilisation. Le dialogue, la vie en collectivité sont-ils encore envisageables dans nos cités? Autour de la table, ici en studio sur Sud Radio, nous recevons des personnes qui vont nous éclairer. Et nous avons 1 heure pour poser toutes les questions, pour aller au cœur du problème. Je salue Paul Melun, essayiste et éditorialiste, auteur de Libérer la gauche, publié aux éditions du Cerf. Bonjour Paul Melun. Bonjour, merci de me recevoir. Vous allez nous expliquer, grâce à cette étude que vous avez menée finalement, quelles sont aujourd'hui les principales préoccupations populaires et est-ce que la question politique de la sociale problématique est résolue. Voilà, je vais le mettre dans le bon sens. Xavier Melki, maire d'Yverdroite de Franconville. Vous êtes maire, vous faites partie de ces élus proximité, élus importants, et vous êtes fait entendre dernièrement avec des déclarations parfois un peu houleuses. Vous nous direz donc si le dialogue est possible sans tension, par exemple. Bonjour, bienvenue. Bonjour Frédéric Brindel. Et puis nous allons avoir plusieurs intervenants qui ne sont pas forcément en studio mais qui prennent un peu de temps pour nous éclairer. En liaison avec nous, Driss Etazaoui, vice-président de l'association Villes et Banlieues, vice-président à l'agglomération d'Évreux en charge de la prévention et de la politique de la ville. Vous êtes également président de l'association des élus de France. Bonjour monsieur Etazaoui. Bonjour et merci pour votre aimable invitation. Vous êtes les bienvenus. Alors, par quel bout commencer? Évidemment, c'est une large question. J'aimerais revenir sur ce dialogue avec la jeunesse. Peut-être vous, monsieur le maire, monsieur Melki, vous êtes le maire d'une ville de Franconville, alors qui n'a pas des quartiers particulièrement difficiles, mais vous êtes au cœur du dialogue social. Aujourd'hui, y a-t-il une vraie fracture? Est-ce que la jeunesse, par exemple, est prête à échanger, vous dialoguer avec cette jeunesse?
Ah oui, alors j'ai effectivement pas de quartier difficile. Par contre, j'ai vécu une semaine difficile. Voilà. Comme beaucoup de villes de France. J'ai aucun problème à aller dans les quartiers. En fait, ce qui m'ennuie, c'est qu'on généralise beaucoup. Il y a 90-95% des gens à qui ça se passe très bien dans les quartiers. On a vraiment 5%. Et c'est ces 5 ou 10% là qu'il faut qu'on gère. Comment vous les définissez, ces 5%? Parce que vous, la force des maires aujourd'hui, c'est de connaître chacun de ses administrés. Quel est le profil de ces 5% qui, finalement, mettent le bazar? Ça, c'est le résultat. Je pense qu'il y a tout un parcours avant de désocialisation. On quitte l'école, on ne parle plus à ses parents, on se retrouve dans l'entre-soi d'une forme je sais pas, d'hystérie collective ou de colère, et puis on en revient à faire des exactions telles qu'on les a vues, qui sont complètement inexcusables. Vous parlez de l'effet d'entraînement. Rapprochez-vous bien du micro, s'il vous plaît. C'est l'effet d'entraînement. Ouais. C'est l'effet d'entraînement. Et puis, alors, nous en parlerons, mais vous dites aussi une espèce de solitude de ces jeunes qui ne sont pas encadrés par la famille. Je ne sais pas si c'est une solitude de ces jeunes ou s'ils la créent, cette solitude. On a des jeunes qui sont complètement qui ont décroché de tout. On a des jeunes qui ont décroché de tout, et volontairement. On a des jeunes qui ont décroché de tout volontairement. Driss Etazawi, vous faites ce même constat avec peut-être sur la dernière partie de ce que vient de dire Monsieur Melki, c'est-à-dire volontairement ou pas. Est-ce que ce décrochage est volontaire? Est-ce que ce décrochage est subi? Alors tout d'abord, je voulais vous dire que j'abondais à 300% sur les propos du maire qui vient de s'exprimer, puisque le postulat de départ, le préalable, c'est de lutter contre l'essentialisation. Nous avons besoin dans notre société de faire preuve de discernement. Tout n'est pas manichéen. On n'a pas d'un côté les gentils flics et de l'autre côté les méchants gamins. Nous avons 6 millions d'habitants sur ces territoires, 1214 quartiers prioritaires en France. Sur ces 1214 quartiers, vous avez 6 millions d'habitants. Entre l'hypermédiatisation de la réussite et l'hypermédiatisation de l'échec, eh bien, vous avez l'écrasante majorité qui n'aspire qu'à une chose, c'est à la tranquillité, à la normalité, à la banalité. Qu'on leur foute la paix, ces gens-là, et qu'on ne les stigmatise pas, et qu'on ne les renvoie pas vers les quartiers perdus ou les territoires perdus de la République. Puisque nous autres élus locaux, parce que nous sommes sur le terrain, parce que nous sommes ancrés dans la réalité, eh bien, nous avons bien conscience que ces territoires, que ces quartiers, eh bien, ce sont plutôt les territoires de solution et les territoires gagnants de la République. Pour répondre à la question qui est la vôtre concernant cette infime minorité, cette poignée de voyous, est-ce que c'est finalement subi? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est une démarche finalement condamnable? Voilà. Naturellement, aujourd'hui, le bon sens, et nous sommes tous frappés du bon sens, et ce que nous avons en commun, c'est que les agissements, les exactions de cette poignée, de cette minorité délinquante est injustifiable, est inqualifiable, est inexcusable. Et donc oui, bien sûr, moi, comme les membres de l'association Ville et Banlieue, eh bien, nous condamnons naturellement l'ensemble des violences urbaines qui ont secoué l'ensemble de nos territoires. Une fois qu'on a dit ça... Oui, c'est ça, c'est-à-dire la question, est-ce que, quelque part, nous sommes redevables de cette situation, nous qui sommes chargés d'encadrer? Quand je dis nous, c'est au sens large, c'est-à-dire les parents, j'en suis, mais aussi vous, les élus. Est-ce que, on parlait tout à l'heure avec une représentante d'une association scolaire qui disait que les professeurs n'avaient plus les moyens de faire correctement leur métier. Est-ce que c'est cet encadrement qui va suggérer cette réaction condamnable, on vient de le dire, mais qui est à cette origine? Vous savez, il faut avoir l'humilité de dire que la responsabilité n'est pas seulement celle des parents, n'est pas seulement celle de l'éducation, n'est pas seulement celle de l'instruction. Cette responsabilité, elle est collective. Quand on arrive à l'état de situation, à l'état d'exaspération, avec tous les dégâts que l'on sait, les dégâts matériels comme les dégâts invisibles dans l'esprit de nos concitoyens et dans l'opinion publique, quand on arrive à cet état de fait, naturellement, la responsabilité ne peut pas être celle d'un seul, mais bien une responsabilité partagée. Aujourd'hui, quand on observe l'ensemble des événements, de l'événement du petit Naël, la perte de la vie d'un jeune garçon, 17 ans, pour un refus d'obtempérer, avec les conséquences qu'on a vues derrière, avec des gamins de 15, 16, 17 ans, 18 ans, dehors à 1h du matin, à 2h du matin, naturellement on s'interroge sur la responsabilité, sur l'autorité parentale, mais on peut aussi s'interroger sur la responsabilité des élus locaux, à travers un certain nombre de leviers que nous avons, l'État aussi, à travers la sécurité. Enfin, moi je pense que notre logiciel, le paradigme,
concernant nos quartiers doit être revu. Bon. Et l'un des sujets qu'on aborde très peu, si vous le permettez, j'essaie de pas trop prendre la parole. Ouais. Pas trop la Non, mais on va vous la redonner de toute façon, hein, Driss Etazaoui. Je reviens vers vous. Que ce soit vous qui êtes président de l'Association des élus de France, ou vous, Xavier Melki, maire de Franconville, vous venez de faire un constat. Paul Melun, vous êtes essayiste, éditorialiste, vous êtes un observateur privilégié. Est-ce que ce dialogue entre les élus locaux et cette population est déjà le point de départ d'une réflexion, d'une implication, on va dire, civique, déjà? Alors, ça déjà, c'est un sujet, vous avez raison, c'est pas le seul sujet, mais c'est un des sujets. En tout cas, je suis d'accord avec ce qui venait d'être dit sur le changement de paradigme. De fait, si on fait un peu la généalogie des quartiers, comme on dit aujourd'hui, quartiers populaires, banlieues, il y a plusieurs termes cités. Quand on fait cette généalogie-là, on observe d'abord on doit faire une analyse urbanistique. On doit comprendre comment on a fait la ville. Et effectivement, comment est-ce qu'on a fait la ville, notamment avec, au début, l'idée selon laquelle on vivrait mieux dans des grandes barres d'immeubles, dans lesquelles il y aurait un certain nombre de services, de proximité, etc. etc. Ça, de plus en plus de barres ont été détruites et il y a des reconstructions. D'où l'idée de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, l'ANRU, qui est bien progressivement, effectivement, vous le rappeliez fort justement, détruit un certain nombre de barres d'immeubles pour des plus petits ensembles. Donc là, je pense que le premier débat, quand on en fait la généalogie, il est architectural, il est urbanistique, il est dans ce qui s'est apparenté, en tout cas, à une forme, moi c'est la critique que je fais de ces plans urbanistiques, de ghettoisation. C'est-à-dire que nous avons mis au pourtour d'un certain nombre de grandes métropoles et de villes moyennes, des quartiers dans lesquels nous avons concentré beaucoup de populations, beaucoup d'entre elles sont issues de l'immigration et avec un certain nombre effectivement aussi de problématiques sociales et économiques. Par conséquent, lorsque l'on fait le pas de côté et qu'on regarde cette situation-là et cette évolution, on se dit mais comment diable tout cela aurait-il pu bien se terminer quand on parle de mixité, je crois que Pape Ndiaye en parlait récemment, c'est une des rares fois où j'étais d'accord avec Pape Ndiaye. Évidemment que la mixité est importante. Je crois que le président de la République, c'était Daniel Cohn-Bendit, je crois qu'il lui a soufflé l'idée de la déghettoisation sur le modèle de ce qui se fait au Danemark, sur le modèle de ce que fait M. Ménard dans sa ville. Donc je pense que la déghettoisation, la mixité sociale, la refonte urbanistique, c'est une partie de la solution. Donc je ne dis pas la seule, mais c'est une partie de la privilégier solution. Le dialogue justement avec les élus, parce que là on est sur la question des maires, du dialogue avec les jeunes. Donc aujourd'hui les conditions sont requises, mais quand vous parlez des banlieues, et vous, Monsieur Melki, vous le rappeliez, vous n'avez pas forcément beaucoup de grandes barres d'immeubles à Franconville, mais vous avez souffert. Donc problématique, dialogue, on doit marquer une respiration, vous avez chacun évoqué vos points de vue, nous allons rentrer dans le détail maintenant. À tout de suite, les auditeurs de Sud Radio interviennent au 0800. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 8 juillet. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Comment réinstaurer le dialogue dans les quartiers difficiles? Nous en parlons avec des élus locaux, avec des observateurs privilégiés. Plusieurs intervenants vont se relayer sur l'antenne de Sud Radio. C'est ce grand débat auquel vous participez, vous les auditeurs, au 0826 300 300. Qu'est-ce que vous proposez? Pour nous éclairer, Paul Melun, essayiste et éditorialiste, auteur de Libérer la gauche. Nous allons parler de la question politique tout de suite. Xavier Melki, maire d'hiver droite de Franconville, dans le Val d'Oise, et puis Driss Etazaoui, vice-président de l'association Villes et Banlieues. Vous avez plusieurs mandats, vous êtes président de plusieurs entités. Nous y reviendrons avec vous, Driss Etazaoui. Je voudrais parler avec vous, Xavier Melki, de cette situation concrète que vous avez vécue quand vous êtes arrivé. Vous m'avez dit, j'ai pas dormi depuis une semaine. Il y a eu de la casse à Franconville. Vous avez rencontré des jeunes, vous leur avez dit, j'en peux plus, ils vous ont dit, nous non plus. C'est ça. Mais c'était pas les jeunes qui étaient dans la rue. On a eu effectivement des jours qui étaient épouvantables. J'ai eu des jets de cocktails Molotov sur mon hôtel de ville. J'ai eu c'est un habitant. On l'avait pas vu, c'est un habitant qui a éteint ça tout seul, comme un grand. Ah ouais. Donc sinon on n'avait plus de mairie. Non, ça a été d'une violence incroyable. C'était insupportable à regarder. En plus, j'étais au centre de supervision avec les 15 villes, avec toutes les caméras. C'était terrible. Une caméra a été détruite, notamment. Une caméra a été détruite. Et du coup, il y a justement une anecdote que vous nous racontez. Vous avez parlé avec un père d'un enfant qui a été vu sur une caméra. C'est-à-dire que comme on connaît un peu nos jeunes, quand j'en repérais aux caméras, j'appelais les parents.
Et je lui disais, mais il est où ton gamin? Il est dans le parc en train de jouer. Non, il n'est pas dans le parc en train de jouer, là. Il est en train de se mettre avec des émeutiers, et il faut aller le chercher. Et quelle est la réaction des parents à ce moment-là? Ils appellent leur gamin et puis ils le récupèrent à un autre endroit. Ouais. En étant vindicatif, je ne sais pas comment ils parlent à leurs enfants, mais en tout cas, ils sont suffisamment convaincants pour que l'enfant reparte. Ouais. Et pour revenir à ma première question, des jeunes vous ont dit, nous aussi, monsieur le maire? J'ai croisé quelques jeunes. Alors, une fois que tout était terminé, je crois que c'était... je perds un peu la notion du temps en ce moment, mais c'était il y a 2-3 jours. Et puis, on a discuté tous ensemble. J'étais seul avec eux, et puis on a dit qu'on a partagé le constat que c'était insupportable. Ouais. Donc, on a cette grande partie de la jeunesse qui n'a qu'une envie, c'est d'avancer. Et pour l'autre partie de la jeunesse, il y a 2 options, le redressement et la justice. Bon, ça c'est très important, Driss Etazaoui, ce qu'on vient d'évoquer avec Xavier Melki, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue direct qui s'opère entre les représentants de l'autorité et les gens qui habitent dans ces quartiers difficiles. Vous dites, vous, Driss Etazaoui, qu'il faut redonner du pouvoir, de l'importance aux élus locaux, parce que ce sont eux qui vont peut-être réinstaurer le dialogue, reciviliser, si on veut reprendre les termes du président Emmanuel Macron? Vous savez, dans toutes les enquêtes d'opinion aujourd'hui, les élus locaux sont le personnel politique le plus apprécié de nos concitoyens. Pourquoi? Parce que nous sommes en prise avec les territoires, nous sommes ancrés dans nos villes et dans nos quartiers, et que parce que nous sommes à portée de baffe, nos concitoyens nous apprécient. Ils ne connaissent que très peu le préfet, ils ne connaissent encore moins le directeur départemental de la sécurité publique ou le procureur. Par contre, tout le monde connaît le maire, et donc tout le monde est en capacité de parler, d'interpeller le maire et de discuter avec lui. Ils l'apprécient, mais ils peuvent aussi être violents. On a eu certains cas, évidemment, aussi. On a eu le cas de la Haie les Roses. C'est effectivement tout le paradoxe. Les maires, en même temps qu'ils sont les premiers de cordée pour leur ville, sont aussi les premiers de trancher dès qu'il y a une difficulté. Ils sont responsables de tout, le plus souvent, et aussi innocents de rien, la majeure partie du temps. Et c'est la raison pour laquelle il faut soutenir les élus locaux. Parce que, finalement, le dernier rempart, le dernier barrage pour continuer à faire vivre la République sur le territoire et sur les 35 000 communes du territoire national, ce sont les élus locaux. 1200, 1300 élus ont démissionné depuis 2020. Les violences ont augmenté de 32% entre 2021 et 2022, avec une augmentation significative également lors du premier semestre 2023. Comment est-ce qu'on continue à soutenir et à accompagner les élus locaux? Parce que sans les élus locaux, la République ne peut pas continuer à vivre et à bien vivre dans ces territoires. Et quand on parle d'élus locaux, on parle évidemment du maire, mais pas que. C'est-à-dire, par exemple, les conseillers départementaux, on peut même aller jusqu'aux députés. Non, c'est une autre catégorie, les députés. Quand je parle des élus locaux, je parle du maire, de ses adjoints, mais également aussi des conseillers départementaux, parce que eux aussi sont plutôt ancrés sur leurs cantons respectifs et donc sont aussi disponibles et en proximité. Voilà, les députés, on est dans une autre sphère. Alors, l'éclairage de Paul Melun... Disons qu'on ne les croise pas beaucoup sur le terrain. Voilà, c'est ce que vous voulez dire de manière diplomate. En même temps, ils ont beaucoup de travail, et notamment à l'Assemblée nationale. Paul Melun, quand vous écrivez « Libérer la gauche », ces élus locaux, justement, avaient des rôles très importants dans ce qu'on appelait les cités populaires. Il y avait des élus communistes, des élus socialistes. Aujourd'hui, il y a les élus LFI. Hier, nous recevions Paul Vanier, qui est député du Val d'Oise. Est-ce que le dialogue s'opère de la même manière avec aujourd'hui les élus de gauche qui semblent être, pour certains, totalement différents sur l'approche de la problématique? Si vous voulez, moi, pour le coup, on parlait tout à l'heure de ne pas faire d'amalgame. Je ne fais pas d'amalgame entre un maire qui connaît bien ses concitoyens, qui travaille au quotidien, qui est ancré dans sa ville, qui fait beaucoup de travail, qui tente de dialoguer effectivement avec toutes les composantes, parce que c'est extrêmement riche une ville. Et c'est pas que des jeunes des cités, c'est plein de choses. Donc effectivement, ce travail-là, je le salue et je l'applaudis des 2 mains, si je puis dire. En revanche, pour ce qui est des élus issus des rangs de la France Insoumise, beaucoup d'entre eux sont surtout des députés et ont été élus à la faveur de la dernière élection présidentielle. Je crois qu'ils ont été élus sur de mauvaises bases. Je crois qu'ils font une erreur manifeste de constat. Cette erreur, elle est très grave. Eux commettent un amalgame
entre effectivement des bandes de voyous, de petits délinquants avec lesquels, à mon avis, il faut une égale sévérité pour les mettre hors d'état de nuire. Et effectivement, ça a été rappelé ici, la majorité des habitants de ces quartiers qui, eux, aspirent à la tranquillité publique, à pouvoir faire leur travail, faire leur commission, sortir leur voiture sans qu'elle ait brûlé, etc., comme tout citoyen français. Par conséquent, en faisant cet amalgame entre des voyous et les honnêtes gens, la France insoumise commet, si vous voulez, un acte irréparable de stigmatisation en croyant lutter contre la stigmatisation des quartiers populaires. Et derrière, les solutions qui sont proposées paraissent souvent complètement hors sol. Ils utilisent et plaquent leur réalité, disons, issue de la gauche nord-américaine, souvent un peu woke, sur les questions, le fameux wokisme. Ils viennent imposer et calquer, si vous voulez, ces réalités-là qui ne sont pas celles des quartiers populaires le plus souvent, en parlant de racisme systémique. Et d'ailleurs, vous preniez par exemple la famille de Naël, lorsqu'ils ont réagi, ils ont dit qu'ils en voulaient à ce policier, auteur de cette bavure, si cette bavure est confirmée par la justice. C'était ce policier-là qui était en cause. C'est pas la police qui est systématiquement raciste. Qu'une certaine gauche s'éloigne de son électorat de base et que de ce fait, certains citoyens ne croient plus en la politique. Mais en tout cas, si vous voulez, je pense que si la politique de gauche dans les quartiers, c'est le clientélisme et flatter les instincts de la délinquance, effectivement, cette gauche-là, elle va avoir du mal, si vous voulez, à continuer à exister politiquement avec sérieux. Je pense que le désaveu pour les députés de la France Insoumise va être énorme. Je pense que dans les prochaines élections, et d'ailleurs tous les sondages d'opinion le montrent à l'issue des émeutes, ils décrochent totalement. Donc si vous voulez d'ailleurs dérouler un tapis rouge à Madame Le Pen et à la droite nationale, ils s'y prendraient pas autrement. Parce que si vous voulez, quand effectivement vous appelez des émeutiers, des révoltés, que vous utilisez le lyrisme de 1871, de 1848, de la Révolution française, vous vous trompez complètement d'analyse et de constat. Le plus souvent, d'ailleurs, ce sont des gens qui, faudrait vérifier avec monsieur le maire, mais qui ne vivent pas dans les quartiers dont ils sont les représentants, qui ne les connaissent absolument pas, qui habitent dans le centre de ville de Paris, dans l'Est, souvent, dans des quartiers plutôt bobos, et qui s'en viennent donner des leçons à des gens qui, eux, vivent dans ces quartiers tout le temps. Bon, je reviens vers vous, Driss Etazaoui, avant de vous libérer, et merci encore une fois de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Il y a, de toute évidence, un renoncement à l'engagement à la vie politique. Ça part aussi peut-être de là, le retour au dialogue dans les quartiers difficiles. Vous avez bien conscience de cette fracture, et cette fracture, ça passe par une démarche politique peut-être plus compréhensive des problématiques? Alors, juste sur l'échange que vous venez d'avoir concernant les responsabilités, en particulier à gauche et à l'extrême gauche, on pourrait très bien dire qu'à droite, on a également le même sujet, mais de manière inversement proportionnelle, avec une caricature de chaque côté. Et je pense que probablement les éléments de vérité sont plutôt au centre. Et c'est un centriste qui vous le dit. Mais je crois qu'il est important... Évidemment, vous prêchez pour votre paroisse, on le comprendra. Je crois que c'est important de raison garder et de ne pas tomber dans les caricatures. À gauche, la révolte sociale, et à droite, la responsabilité exclusive des parents, avec des hordes de voyous, et puis sur fond d'immigration, et je ne sais quoi. Mais toujours est-il que ces partis dits populaires doivent aussi reconquérir leur électorat pour les emmener dans la réflexion citoyenne. Au moins qu'il y ait un vote, au moins qu'il y ait une conscience qu'ils participent à une vie en collectivité. Le sujet est suffisamment important, normalement, pour dépasser l'ensemble des clivages. On a là un sujet de concorde et de cohésion nationale. Il s'agit du pacte républicain. Ce qui doit nous interroger aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que des gamins sur ces quartiers-là, ce sont davantage les enfants du quartier plutôt que les enfants de la République. Ce qui doit nous interroger, c'est comment on fait maison commune, comment on fait nation, comment est-ce qu'on crée une communauté de destin avec des gamins, finalement, qui ne se sentent plus appartenir à la nation, mais ont le sentiment d'être au banc de la société. C'est aussi ça qu'il faut reconquérir. Vous voyez, c'est pas qu'une question d'éducation, c'est pas qu'une question d'emploi, c'est pas qu'une question de diversification du peuplement. C'est naturellement toutes ces politiques publiques-là, mais c'est aussi des questions d'identité et des questions de citoyenneté qu'il va nous falloir. C'est une question d'identité. Bon, alors très important. Bon, vous l'avez entendu, Driss Etazaoui, ça réagit dans le studio de Sud Radio. Paul Melun est avec nous, Xavier Melki, le maire de Franconville aussi. Nous allons y revenir, mais je vous remercie, Driss Etazaoui. Nous vous libérons. Je le rappelle, vous êtes président de l'Association des élus de France, entre autres. Merci de votre éclairage. Nous restons donc sur ce débat. Les auditeurs de Sud Radio commencent à intervenir parce qu'ils vous ont écouté, ils ont des questions. Notamment, est-ce le rôle des élus locaux de relancer le dialogue? Est-ce qu'il faut être peut-être plus offensif sur la notion d'ordre, sur... Faites vos courses.
meilleur marché. Soit 5,33 € le litre au lieu de 6,12 €. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Est-ce possible de renouer le dialogue dans les quartiers populaires? Je ne dis pas banlieue forcément, parce qu'on parle de quartiers populaires, puisque nous l'avons vu, les émeutes ne se sont pas concentrées uniquement sur les grands ensembles, mais il y a aussi des petites villes de province. Pour parler de ce possible dialogue, vous les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300, mais aussi nos invités, Paul Melun, essayiste, éditorialiste, auteur de Libérer la gauche, Xavier Melki, qui est maire d'hiver droite de Franconville, une ville du Val d'Oise, et nous recevons maintenant Abdoulaye Kanté, policier, auteur de Policier, enfant de la République. Bonjour Abdoulaye Kanté. Oui, bonjour à tous. Merci de nous retrouver. Alors, vous avez écouté précédemment, juste avant la respiration, les propos de Driss Etazaoui, qui est le président de l'Association des élus de France. Peut-être, Xavier Melki, revenir sur la question de la justice, de l'ordre, et nous allons en parler avec Abdoulaye Kanté. Aujourd'hui, est-ce que nous avons les moyens de mettre des règles et de faire, finalement, de légitimer le travail des policiers et de la justice dans ces quartiers difficiles? Oui, on a les moyens de faire. Et les premières peines qui tombent montrent que quand on veut, on peut. Je reste persuadé que c'est en ramenant l'ordre, un cadre, une justice forte et ferme dans l'ensemble du territoire français, il n'y a pas que les quartiers, dans l'ensemble du territoire, qu'on aura les prémices d'une république qu'on pourra reconstruire. Parce que sans ordre et sans justice, rien n'est possible. C'est-à-dire que le dialogue, il y a deux manières de le mettre en place. Il y a une vraie empathie et une vraie mise à niveau égal des interlocuteurs. Et puis, il y a avant la solution de rappeler les prérogatives de chacun pour que le dialogue soit bien clair. Vous choisissez plutôt cette deuxième option. Oui. Alors que certains élus de gauche disent non, il faut redonner confiance, il faut réinstaller une proximité. Je me tourne vers Abdoulaye Kanté. Beaucoup de politiques ces derniers jours, Abdoulaye Kanté, ont mis en avant les bienfaits de cette police de proximité qu'a voulu écarter Nicolas Sarkozy. Vous pensez que ce soit possible, avec une police de proximité, de réinstaller le dialogue ? Alors pour tout vous dire, moi je suis un enfant de la police de proximité parce que justement je l'ai connu à ses débuts et je l'ai connu à la fin. Donc c'est vrai qu'il y avait une certaine plus-value de ce dispositif qui permettait à la fois de pouvoir être proche de la population et aussi proche aussi de ces jeunes, parce que même ceux qui tombaient dans la délinquance, on les connaissait. C'est-à-dire que aussi c'était une manne d'informations. C'est-à-dire que quand vous étiez ce qu'on appelait les îlotiers, vous vous baladiez à pied de manière pédestre dans certains quartiers, donc vous prenez attache avec des commerçants, des gardiens et même aux abords de stade et tout, vous arrivez à avoir tous ces jeunes qui certains que vous connaissiez, et ça pouvait aussi être des renseignements que vous pouvez remonter au plus haut. Oui, finalement, ce sont les prémices d'une enquête, d'une certaine manière. On met les bases. Voilà. Exactement, c'est qu'on est sur place et qu'on arrivait déjà à être ce gros travail de physionomie. Et vous, si vous voulez, quand vous êtes sur le terrain, vous vous appropriez ce terrain. Non seulement vous avez votre présence visuelle qui permet de rassurer la population, et de deux, c'est-à-dire que vous avez aussi une connaissance du terrain, c'est-à-dire une connaissance de certaines ruelles, parce qu'il pouvait être aussi, si on était assujetti des fois à des guet-apens, des trucs comme ça, donc il y avait ces choses qui étaient très importantes. Mais par contre, juste je vais revenir sur un point qui paraissait très important, parce que vous savez, la police est un peu je vais être un peu vulgaire, le cul entre deux chaises. Effectivement, il faut la répression, parce que, et je trouve que nous, c'est tout ce qu'on demande, c'est que la justice fasse son travail. Et c'est là ce qu'on voit avec les peines qui sont en train de tomber. Ce que disait Xavier Melki. C'est ce qu'on attend depuis des années. C'est-à-dire que depuis des années, on attend que la justice prenne ses responsabilités face à des actes de délinquance. Mais pour autant, je pense que la police aussi a tout à gagner à pouvoir expliquer ses actions pour être mieux compris. Parce que si vous ne travaillez pas en amont pour expliquer de manière éducative à ces gamins qui refuser de s'arrêter quand un policier vous le demande, ou essayer de tirer du mortier, etc., que c'est interdit et que vous pouvez être puni, je pense que là déjà il y a un gros travail à faire dessus. Et quand certains disent que éventuellement avec le retour d'une police de proximité, le dialogue ne serait de toute façon pas possible parce qu'il y a quelque chose de fracturé à vie, vous êtes un optimiste, ou vous faites le constat que ça sera effectivement très difficile le retour au dialogue ?
Alors, je pense qu'il faut faire très attention parce que nous sommes dans une phase où il y a l'émotion, il y a eu le décès du jeune Naël qui est arrivé, on a eu aussi l'événement avec Michel Zecler, donc si vous voulez, mais pour autant la confiance... Ce producteur dont les caméras ont révélé les agressions des policiers sur ce producteur. Voilà. Exactement, donc si vous voulez, donc en fait, il y a... Mais pour autant, le taux de confiance de la population envers sa police est toujours au-delà des 60%. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment significatif, c'est que effectivement, la population s'inquiète du mauvais comportement de certains policiers. Et je pense qu'on a évidemment tout à gagner à expliquer que effectivement la grande majorité des policiers font excellemment bien leur travail, mais cette minorité aussi, si elle déroge aux règles déontologiques, elles doivent être sanctionnées et on doit faire preuve de transparence. Et je pense que à partir de là, la confiance viendra. Et là, ça peut. Mais il faut des signes forts. Je reviens vers vous, Abdoulaye Kanté, mais Paul Melun va certainement nous éclairer parce que notamment les élus LFI s'en sont vertement pris à la police. Hier, Paul Vanier, qui était notre invité ici sur Sud Radio, disait la première des démarches à mettre en place, c'était réformer l'IGPN. Aujourd'hui, est-ce que vous dites, on vient d'avoir le constat, dialogue possible avec la police, dialogue possible avec les élus, est-ce qu'on y croit ? Moi, je pense que, bien sûr, si on ne croit plus au dialogue, qu'est-ce qu'on fait? C'est la guerre. Donc, de toute façon, bien sûr qu'il faut du dialogue. Et j'étais parfaitement d'accord avec les constats que posait Monsieur Kanté. Et je pense effectivement, moi aussi, que la police de proximité, alors aujourd'hui, la police municipale joue effectivement aussi un peu ce rôle-là, mais est un bon atout. En revanche, je pense que pour que les missions de la police de proximité de jadis puissent se faire de façon apaisée dans les quartiers, il faut d'abord rétablir l'ordre, notamment pour un certain nombre de zones. Et on l'a vu avec des trafics de drogue, on l'a vu avec le film Bac Nord, on l'a vu dans un certain nombre de cités, de quartiers de France où les policiers ne peuvent que difficilement pénétrer, les pompiers ne peuvent que difficilement pénétrer, les médecins. Donc d'ailleurs, entre parenthèses, à ceux qui à la France Insoumise nous disent que les violences contre les policiers sont en réponse à leur racisme systémique ou autre sottise, non, puisqu'il y a aussi des violences contre des médecins et des pompiers. En conséquence, je ne crois pas que les médecins et les pompiers soient racistes aussi, ou alors il va falloir me faire la démonstration. Donc effectivement, pour que la police de proximité puisse rejouer ce rôle de lien social, il faut d'abord rétablir l'ordre. Moi, j'avais écrit un précédent livre dans lequel je proposais aussi l'intervention de la gendarmerie, qui est une force intermédiaire entre l'armée et la police, dans un certain nombre de quartiers. Nous avons vu lors des émeutes, alors BRI, GIGN, en fait, il y a tout un tas de forces de police. C'est comme ça qu'on a réussi à sauver aussi les équilibres régaliens. Ouais. Quand même, par rapport à cette question, est-ce que vous soulevez, est-ce que finalement le point de départ, c'est déjà pas, et tout le monde le disait depuis des semaines, s'en prendre à cette question du trafic de drogue? Est-ce que la base n'est pas là? Est-ce que sans l'intervention sur ce phénomène, rien n'est possible? Ah bah effectivement, le trafic de drogue est une partie du problème. Et je m'étonne d'ailleurs de peu entendre mes camarades de gauche sur ce sujet-là, puisqu'il n'y a rien de plus ultra-libéral et de plus capitalistique, mais sans les règles du marché, disons, que le trafic de drogue. Il y a la privatisation de l'espace par un certain nombre de trafiquants. Peut-être d'ailleurs que ces trafiquants ont eu un rôle, d'après ce que disent un certain nombre de renseignements plutôt bien informés, ont eu un rôle dans la détente des émeutes. Par conséquent, il faut commencer à s'attaquer à ceux qui tiennent les voyous, à ceux qui tiennent la drogue, à ceux qui tiennent l'autorité, le monopole de la violence légitime de Max Weber, mais qui le tient dans les banlieues? Est-ce qu'aujourd'hui c'est le maire et les élus, ou est-ce que c'est des chefs voyous et autres trafiquants de drogue? Moi je pense malheureusement plutôt que c'est la deuxième catégorie. Donc c'est pour ça que là il faut frapper un grand coup, parce que si après on veut redonner, et notre débat était intéressant, de l'espoir sur l'éducation, de l'espoir pour l'ascenseur social, de l'espoir sur toutes sortes de sujets qui vont emmener les habitants de ces quartiers-là, disons, à une intégration au corps social français, il faut d'abord de l'ordre. On ne peut pas reconstruire dans le désordre, c'est pas possible. Ça part de là, Abdoulaye Kanté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a réglé ce problème de trafic de drogue, enfin réglé le problème qui y arrivera, mais en tout cas où on a la main sur ceux qui font le trafic, déjà le travail du policier sera simplifié quoi? À 50%, 60%, non? Je pense que le problème, c'est qu'on a toujours cette tendance à vouloir essayer de mettre tous les mots de la société, les mots AUX, la société sur la police, et la police ne pourra pas tout régler. Elle pourra essayer de régler une partie du souci. On voit évidemment que la nouvelle politique est de pilonner ces points de deal qui, justement, sont en train de gangréner, de rendre la vie difficile à ces personnes qui vivent dans ces quartiers et qui sont en demande de la présence policière. Donc je pense que c'est un travail collectif qui doit être fait au-delà de la répression, avec aussi les élus locaux, les associations de quartier et aussi les citoyens.
c'est-à-dire que effectivement qu'ils puissent aussi apporter leur pierre à l'édifice contre la lutte de ces trafics de stupes qui gangrènent ces quartiers-là. Et oui, parce que ça fait un enjeu. Ouais, quand on a beaucoup d'argent, qu'on brille en société et qu'on va acheter de la drogue, ben on est désolé, mais on contribue à faire effondrer la société. Responsabilité du consommateur. Oui, responsabilité du consommateur. Xavier Melki, maire de Franconville. Vous avez sous votre direction une police de proximité par nature qu'on appelle la police municipale. Quel rôle peut-elle jouer? Parce qu'on a l'impression que ce sont des gens gentils, on les croise, alors ils font les carrefours à la sortie de l'école, mais bon, les pauvres, ils sont pas armés. Si le bandit veut leur faire mal, il lui... Alors, moi j'ai une police municipale qui est une police. Et elle est armée, et elle a d'ailleurs tenu 80-90 assaillants. À 15, ils les ont tenus pour pas qu'ils aillent dans le centre-ville. Donc ils se sont pris pendant 2 heures, 2 heures un quart, le temps que les forces de police nationale puissent rejoindre, parce qu'il y en a, ça pétait tellement partout que nos pauvres collègues de la nationale avaient vraiment du mal à venir. Mais j'ai une police municipale qui est professionnalisée au sens police. Alors, en plus de concrètement, ça, armés, c'est ça, armés, des armes létales, et tout ce que le droit permet à la police municipale d'avoir, nous l'avons. Ça a été fait à votre demande, c'est ça? Ils sont, on est une ville de 40 000 habitants, ils sont 40, donc on est globalement bien doté. Ça va de pair avec le rôle de police de proximité qu'elle occupe, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir des agents qui sont là depuis suffisamment longtemps pour connaître, comme le disait Abdoulaye Kanté, connaître les gens à droite à gauche dans la ville, connaître les commerçants, savoir que lui je l'ai vu la semaine dernière et que je connais son père et que je pourrais lui dire... Oui, c'est ça, on y est. Et on est en plein dedans. Mais je voudrais quand même attirer l'attention de chacun. Tout ce qui est prévention, on a des clubs de prévention qui sont financés par les conseils départementaux. On avait dans les villes aussi des travailleurs sociaux, on avait plein de choses comme ça. En 2014, on a perdu 10 milliards de dotations. 10 milliards. Les collectivités ont perdu 10 milliards. Et l'argent n'est pas magique, nos budgets doivent être équilibrés, donc forcément, il y a eu des services qui ont été moins rendus. Et ces jeunes de 15-16 ans aujourd'hui, en 2014, ils avaient 8 ou 9 ans de moins, forcément. Et on s'en est moins occupé que leurs aînés. Point également très important. Vous restez avec nous tous les trois, Paul Melun, Xavier Melki et Abdoulaye Kanté. 0826 300 300. Les auditeurs ont des questions. Ils vont les poser. Ils vont faire aussi certains constats. Jamais. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 7 au 9 juillet, catégorie 1, calibre A. Modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. C'est un moment intéressant sur Sud Radio parce qu'avec nos interlocuteurs, nous nous apercevons qu'il y a des solutions pour renouer le dialogue dans les quartiers difficiles. Paul Melun, essayiste et éditorialiste, est avec nous. Xavier Melki, maire d'hiver droite de Franconville. Et puis Abdoulaye Kanté, policier, auteur de Policiers enfants de la République. Tout à l'heure, Driss Etazaoui, le président de l'Association des élus de France, était avec nous. 0826 300 300. Guy de Toulouse. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Alors, oui. Vous avez écouté tout cela. Vous y croyez au dialogue ou pas? Et en tout cas, si vous y croyez, ça passe par quoi? Alors, moi, je suis en contact avec beaucoup de personnes que j'accompagne dans le cadre bénévole. Et ce que j'ai en retour de la part de gens qui me disent, mais ouais, c'est une question de choc de culture. C'est-à-dire qu'ils disent, si c'était chez nous, ils ne feraient pas les petits caïds comme ils le font. Et je crois qu'il y a une question dans le dialogue. Je crois qu'il faudrait peut-être prendre en compte que nous, on a une autre manière d'aborder le dialogue. Et c'est ça qui fait que, en plus, ces jeunes qui se font attraper et qui sont interpellés par la police, lorsqu'ils reviennent dans les quartiers, ils roulent les mécaniques en disant « Ah, ils ont presque un grade ». Alors tout ça, ça ne vient pas arranger un petit peu cette situation. Et je crois qu'il faut en tenir compte. Bon, Guy, très important. Non, mais très important ce que vous dites. Et puis, à titre personnel, je vous remercie parce que vous nous lancez la dernière partie sur laquelle je voulais revenir, qui serait le thème intégration. Évidemment, nous avions chez les émeutiers 90% de jeunes qui étaient français, qui avaient la nationalité française. Mais la question est notamment à droite, et je vais me retourner vers vous, Xavier Melki, maire d'hiver droite de Franconville. Il a été rappelé qu'il y avait un problème d'intégration, que c'était des jeunes qui se sentaient issus de l'immigration et qui ne se sentaient pas finalement toujours français. Concrètement, vous avez aujourd'hui des gens dans vos quartiers qui ne se sentent pas français? Je pense, oui, bien sûr, je pense.
Je pense que la solution passera par l'école. C'est l'école qu'il faut renforcer. L'école, l'apprentissage, le respect de l'enseignant. Quand les parents ne viennent même plus aux réunions qu'organisent les enseignants. Ça passera par là. Là, on a la rentrée scolaire qui arrive, on n'aura pas un enseignant devant chaque classe. Ces gamins vont devenir quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont apprendre? C'est les profs et les médecins de demain. Il y a la fameuse question aussi de la maîtrise de la langue. Nous en parlions avec des professeurs, des enseignants. Si dans la famille, ça ne parle pas français, ça sera difficile. Donc ça veut dire aussi accompagner les parents. Vous avez ce dialogue concrètement, récurrent et quotidiennement. Vous, Xavier Melki, maire de Franconville. Il y a des dispositifs qui existent d'apprentissage de la langue française aux familles, aux enfants, ce qu'on appelle allophones dans les écoles. Les résultats sont pas extraordinaires, mais c'est sûr, quand le gamin il parle français que de 8h30 à 16h30, l'intégration est extrêmement compliquée. Mais l'intégration, elle est évidemment par la langue d'abord, mais elle est aussi par l'apprentissage des valeurs. Elle est aussi par l'apprentissage du respect. Elle est aussi par l'apprentissage du respect de l'enseignant, du respect de la police, du respect du médecin, des pompiers, on en parlait tout à l'heure. Et quand il n'y a pas ce cadre-là d'éducation, plus que d'enseignement, c'est compliqué. C'est pour ça que moi je suis inquiet de la rentrée scolaire qui arrive là. Et pour bien comprendre ce que vous dites, je vous invite tous les auditeurs de Sud Radio à lire Policier, enfant de la République. L'auteur est Abdoulaye Kanté, il est policier, il est avec nous. Abdoulaye Kanté, je rappelle que vous êtes originaire bien sûr d'Afrique. Vous, l'intégration, vous savez ce que c'est, les valeurs françaises, c'est ce que vous mettez en avant dans votre livre. On ne parle pas finalement de questions d'origine, de pays, on parle simplement de volonté de faire partie de la République. Je pense que c'est tout un ensemble, parce que vous savez, on essaye de tout vouloir racialiser dans notre société, et je pense qu'effectivement, il ne faut pas qu'on fasse croire qu'une couleur de peau, une origine, ça peut être une fonction. Moi, je pense que si on me prend tel quel, on me prend par rapport à mes compétences. C'est ça, en fait, je pense qu'il faut mettre en avant. Si vous arrivez parce que, un tel est d'origine un tel, je pense que ça minimise en fait les compétences de l'individu. Et je pense que ça soit policier, moi quand je vais dans les quartiers, je dis souvent, je voudrais aussi, j'en profite pour saluer M. Melki, le maire de Franconville, et aussi saluer sa police municipale qui fait un excellent travail de proximité. Et je connais ses effectifs et je pense que oui, ce sont des exemples à suivre, notamment pour essayer. Et c'est une police aussi diverse. Voilà, donc ça rejoint un peu le sujet, c'est que cette diversité a cette utilité. Mais pour autant, je pense que quand on essaie de mettre en avant toujours les origines des uns et des autres, non, la compétence, les connaissances et aussi le talent. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Je vous rappelle encore une fois que ces quartiers populaires qui effectivement sont dans une extrême précarité dans certains endroits regorgent de pépites. Mais à partir du moment qu'il faut qu'on leur tende la main et qu'on leur dise cassez ce plafond de verre, vous pouvez y arriver. En fait, la question, elle est aussi sur la sémantique politique. Et Paul Melun, vous allez nous éclairer. Si les politiques arrêtaient de s'invectiver sur est-ce que je suis raciste ou est-ce que je suis pas raciste, mais comment on fait pour intégrer les gens qui se sentent en marge de la société, de la République française, est-ce que là, finalement, on n'a pas gagné? C'est un déficit des politiques sur cette question du racisme, là. En l'occurrence, il y a une multitude de choix. Notre antenne, c'est trop court, notre émission, pour évoquer tous les mauvais choix politiques qui ont été faits ces dernières décennies. Il faut vous partir en édition spéciale si on veut faire l'inventaire à l'après-vert de toutes les bêtises qui ont été faites par nos dirigeants successifs en matière d'intégration, en matière d'amour de la France, en matière d'amour de la République. L'amour de la France, c'est quand même un sujet qui a été longtemps tabou. Par conséquent, effectivement, le rôle de la République, c'est de ne pas assigner une origine ethnique ou religieuse à ses concitoyens et à considérer qu'il n'y a que des citoyens français. La République ne reconnaît que des citoyens français. Elle ne va pas aller vous demander vos origines, etc. Regardez la couleur de votre peau, la forme de vos yeux. Ça, heureusement, on a rompu avec ça, et fort heureusement, et depuis fort longtemps. Le vrai problème, ceux qui s'assignent une identité dans ces cas-là, c'est pas l'État, c'est pas la République qui assigne une identité à ces jeunes, c'est ces jeunes qui eux-mêmes revendiquent une autre identité concurrentielle à la France. Et à ce discours-là, il faut effectivement, je pense, une vraie fermeté, une vraie clarification. Si des jeunes gens, j'entendais un certain nombre de casseurs dans les différents témoignages dans les médias, qui à visage masqué expliquaient qu'ils se sentaient qui algériens, qui marocains, tunisiens, turcs, mais pas français. Alors même qu'ils étaient nés en France. Donc c'est eux qui s'assignent une identité différente. De football à Saint-Denis avec l'hymne national français sifflé. Oui, si vous voulez, un certain nombre de jeunes gens se considèrent pas comme français. Voilà, rejettent ce pays, rejettent cet ensemble. Et ça, si vous voulez, le problème c'est qu'il faut, le constater, le reconnaître, et deux, je pense qu'il faut faire preuve d'une grande fermeté à l'égard de ces jeunes et les ramener au commun pour
ceux qui, en tout cas, ne sont pas dans la délinquance, mais sont seulement dans une forme de désappropriation vis-à-vis de cette culture française qui, théoriquement, devrait être la leur, mais qui, dans les faits, ne leur appartient pas. Quand ils disent nous, ils ne parlent pas de la France. Hein. Ça, c'est très important. Alors, je faisais un clin d'œil à un sujet qui m'est cher, c'est le sport, mais aujourd'hui, notamment dans le football, il y a la question de la binationalité, avec des jeunes qui hésitent entre deux pays. Et tant mieux, c'est une richesse. Mais Abdoulaye Kanté, qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, un jeune va se dire je bascule pour la France par amour? C'est une question qui est assez, je pense aussi, comme l'a dit un de votre invité, c'est que c'est la question de savoir comment essayer de donner l'amour de la France à ceux qui ne se sentent pas totalement français, et pourtant qui sont français de par l'identité. Et c'est évidemment que quand on rentre dans une espèce de concurrence, parce que je rappelle encore une fois que certains s'approprient des fois des souffrances qu'ils n'ont pas connues, des fois par rapport à la colonisation, par rapport à certains événements de l'histoire qui ont existé, mais je pense qu'effectivement tout ça passe par l'école, parce que l'amour de la France ne doit pas être vu comme une forme d'insulte, comme une forme de défiance, se dire que vous êtes français donc il faut que vous détestiez le reste. Non, le socle républicain c'est quoi? C'est de dire que nous sommes une diversité, on peut venir d'ailleurs, mais il y a un socle commun qui s'appelle cette République, qui fait que nous avons cette chance en France de pouvoir être tous, on va dire, égaux, liberté, égalité, fraternité. C'est ça le problème. Mais ce qui vient de l'extérieur, qui vient avec des origines dans la concurrence, et se dire que t'es français, mais souviens-toi, tu nous as fait ci, tu nous as fait ça, historiquement, à mes ancêtres, j'ai envie de dire, mais sortez de cela. Sortez de cela. Lisez absolument Policier, enfant de la République, votre livre, Abdoulaye Kanté. Merci de votre témoignage. Lisez Libérer la gauche, de l'essayiste et éditorialiste, auteur qui est avec nous aujourd'hui, Paul Melun. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un tour à Franconville. Visiblement, on y vit bien avec son maire, Xavier Melki, je vous le confirme. On y passe de bons moments à Franconville. La pièce commerçant autrement. Calibre 203-243 grammes, variété As, origine Pérou, Afrique du Sud, selon arrivage en magasin. Voir modalité et magasin participant sur magasin-u.com. Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. C'est un terme qui revient souvent dans notre quotidien ces derniers jours, souvent évoqué comme sanction judiciaire constructive, les travaux d'intérêt général, les TIG. Pour en parler, et peut-être vous, les auditeurs de Sud Radio, si vous voulez nous faire remonter un vécu, une information, votre point de vue, c'est au 0826 300 300. Pour la partie explication et vécu, c'est Basile Debure qui est avec nous. Vous êtes journaliste, auteur de Que le destin bascule aux éditions Flammarion. Vous avez suivi plusieurs cas de ces travaux d'intérêt général. Bonjour Basile Debure. Bonjour. Alors déjà, il faut rappeler que les travaux d'intérêt général est une condamnation à effectuer un travail non rémunéré réalisé par une personne majeure ou mineure de 16 ans au minimum. C'est le tribunal qui décide de cette application. Oui, tout à fait. C'est une peine donc, qui existe depuis le 10 juin 1983. On vient de fêter ses 40 ans. Elle a été créée par le ministre de la Justice de l'époque, Robert Badinter. Ouais. Et donc elle peut être prononcée comme peine principale, comme peine complémentaire ou comme peine de substitution dans le cadre d'un aménagement de peine. En France, en dessous de 1 an ferme, la peine sera aménagée. Donc de 0 à 6 mois, en général, on peut transformer une peine de prison ferme en travail d'intérêt général. Alors, bon, pour être schématique, si vous êtes poursuivi en justice pour un délit, acte interdit par la loi et puni d'une amende et ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans, passible d'une peine d'emprisonnement, ou pour une contravention, infraction que la loi punit d'une amende n'excédant pas 1 500 €. Finalement, on a l'impression, bon, évidemment, il faut un cadre juridique, mais c'est assez compliqué. Il n'y a pas possibilité aujourd'hui, peut-être, de développer plus facilement ce type de condamnation au moment où les prisons explosent et où on dit qu'on ressort pire après la prison qu'avant. Ah bah bien sûr, il faut encourager ces peines qui sont très efficaces. Il faut le rappeler, il y a un chiffre qui me paraît intéressant. Pour une peine inférieure à 2 ans, quand on met quelqu'un en prison, il y a un taux de récidive qui est de 60%. Quand à la place, on propose un TIG, le taux de récidive est 30%. Vous divisez par 2 la récidive. Le but de cette peine, c'est évidemment de sanctionner. C'est une peine qui est perçue comme une sanction par les personnes qui sont condamnées, mais c'est aussi d'accompagner vers la réinsertion, de donner un sens à la peine et de sociabiliser des personnes qui sont parfois loin du monde du travail ou de ce genre de choses. Parce que c'est un poste de travail qui sera adapté à la situation personnelle de celui qui en est donc le récipiendaire d'une certaine manière, et c'est d'une certaine manière une option en fonction du profil
du condamné. Exactement. L'objectif, c'est vraiment d'individualiser la peine au maximum. Quand on est condamné à une peine de tige, on va rencontrer ce qu'on appelle un CPIP, un conseiller de réinsertion, qui va donc faire une analyse du profil de la personne pour lui proposer un poste qui correspondra le mieux à son profil. Oui. Donc ça peut être une mission dans un service public, ça peut être dans une association, les Restos du Cœur par exemple, pour servir la soupe, ce genre de choses. Le but, c'est d'aider. Exactement. Ouais. C'est d'être utile à la collectivité, de faire une mission qui soit vraiment utile au bien collectif. Ouais. Donc ça peut être aussi des stages collectifs comme ceux que j'anime, donc des stages thématiques qui vont être liés au type de délit pour lequel la personne a été condamnée. Par exemple, pour une infraction au code de la route, on peut proposer un stage sur le thème des délits de la route. Oui, il faut évidemment, on vient d'en parler, que la réinsertion soit intégrée et que de ce fait le contenu de ce travail soit adapté à la volonté de la personne, mais l'idée c'est que ce soit pédagogique aussi, donc lié à l'infraction. C'est quand même ça le plus important, non? Oui, complètement. Ouais. Que vraiment, et qu'on en ressorte en ayant appris quelque chose, que ça ait pu enrichir la personne. J'ai un exemple dans mon livre d'un jeune homme que je suis qui est assez criant. Il est condamné à une peine de tige qu'il va effectuer à la Philharmonie de Paris, une mission de manutention à la Philharmonie. Donc là, c'est dans la musique? C'est dans la musique, mais donc c'est un musée qui participe au bien commun. Ouais. Et à la fin de sa peine, ça se passe tellement bien que la Philharmonie lui propose un CDD. Donc à l'issue de sa peine, il est embauché. Un jeune qui n'avait pas de travail, CDD, qui était au chômage. Pour faire quoi exactement? Pour faire le même genre de mission, donc c'est de la manutention, le tri de documents, ce genre de choses. Ouais. Et donc on voit vraiment que cette peine est efficace. On a un jeune qui était loin de tout ça et qui à la fin de sa peine se retrouve avec un boulot. Alors je lis quand même un point important, l'autorité judiciaire compétente ne peut condamner une personne à effectuer une mesure de travaux d'intérêt général qu'avec son accord. Tout à fait. Alors ça c'est surréaliste, c'est-à-dire que si la personne ne veut pas faire ce tige, elle ne le fait pas. Alors je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, c'est très intéressant, c'est la seule peine pour laquelle la personne doit donner son accord. La personne condamnée doit accepter le tige. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que le travail forcé est interdit en France, on ne peut pas forcer quelqu'un à travailler. Et la deuxième, c'est qu'en fait ça mettrait la structure d'accueil dans l'embarras. Si on oui, mais là vous parlez de travail forcé, et il n'est pas rémunéré, donc de ce fait c'est pas un travail. Bien sûr, mais si je reprends l'exemple de la Philharmonie, si on accueille un jeune qui refuse de travailler, en fait tout le monde va se retrouver coincé. Oui, tout le monde est perdant. Exactement. Donc si la personne accepte, tout le monde est gagnant. Bon, il y a quand même une mise en condition pour que celui qui est condamné accepte. Bien sûr. Cette peine, il faut le rappeler, c'est quand même une alternative à l'incarcération. Ouais. C'est quand même assez rare que la personne le refuse. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle le refuse rarement parce que c'est soit la prison, soit ça. Ça peut être une peine, plus grave, plus sérieuse en cas de refus. Donc c'est pour ça que généralement, cette peine est acceptée. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'on a dit, par exemple, c'est soit une amende, soit ça aussi. Donc, ça peut arriver, mais dans ce sens-là, c'est quand même plus rare. Mais effectivement, une personne peut demander à ce que la peine de tige soit transformée en jour-amende. Par exemple, quelqu'un qui travaille, une personne qui, depuis sa condamnation, aurait trouvé du boulot et ne réussirait pas à dégager les heures pour faire ce tige, on peut les transformer en amende. Encore une fois, il faut individualiser la peine, s'adapter à la personne pour que ça n'entrave pas une personne qui est en voie de réinsertion. Bon, c'est un courant je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, une solution, ces travaux d'intérêt général qui intéresse au niveau politique. Je prends le cas de la mairie de Nice avec le premier adjoint de Christian Estrosi, Anthony Boré, qui voulait renforcer et élargir l'efficacité des travaux d'intérêt généraux. Ça s'est passé en mars. En fait, pour certains, c'est même un projet municipal. Alors, comment est-ce possible? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une peine qui fait consensus aujourd'hui. Tout le monde est pour le tige. D'ailleurs, on peut le rappeler, quand elle a été votée en 83, c'est une loi qui a été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Donc, depuis sa création, tout le monde est d'accord pour dire que c'est efficace. Maintenant, dans la réalité, une fois qu'une personne est condamnée à des tiges, il faut qu'elle trouve un poste, il faut qu'on lui trouve une mission. Il faut donc qu'il y ait des services publics, des associations qui soient prêtes à accueillir ces personnes condamnées. C'est là que les collectivités locales peuvent jouer un rôle. Exactement, mais ça ne suffit pas. Les collectivités locales, les mairies, elles peuvent accueillir des personnes, mais on n'a pas toujours assez de postes par rapport au nombre de condamnations. Donc là, un des objectifs, par exemple, de l'Agence nationale du tige, c'est de développer des postes dans des entreprises privées, ce genre de choses, des structures qui pourraient accueillir les personnes condamnées. Or, on a encore beaucoup de réticences parce qu'il y a un certain nombre d'idées reçues sur ces jeunes, donc ces jeunes qu'on appelle les délinquants, même si j'aime pas beaucoup ce terme, d'accepter de recevoir ces gens. Et quand on tient en parallèle un discours de stigmatisation, où on les appelle les sauvages, les racailles et tout ce langage qui les enferme dans un imaginaire un peu effrayant, les gens vont avoir des réticences à accueillir ces personnes condamnées. Donc si d'un côté, on condamne les personnes à des tiges, tout le monde est pour, mais que de l'autre côté, on ne leur propose pas de poste, on va pas s'en sortir.
Les auditeurs de Sud Radio, vous pouvez intervenir 0826 300 300. Pensez-vous que ce soit une bonne idée finalement des condamnations de travaux d'intérêt général? Vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Il y a, avant de développer qui est le cœur de votre livre, Basile Debure, je rappelle, vous avez écrit Que le destin bascule, c'est aux éditions Flammarion. Vous avez suivi donc le vécu de ces personnes qui font des travaux d'intérêt généraux. Mais juste une dernière question, avant le vécu. Quand on propose à quelqu'un de faire un travail gratuitement, est-ce qu'on ne prend pas le travail de quelqu'un qui aurait pu être rémunéré et qui se retrouve au chômage finalement en voie de conséquence? C'est une critique qui peut régulièrement être faite aux tiges, et je pense qu'il y a de la place pour tous les types de postes. Et que non, au contraire, ça peut être vraiment un apport, un renfort, comme certains tuteurs de tiges les appellent. Moi, j'ai pu rencontrer justement beaucoup de tuteurs, de gens qui accueillent ces jeunes dans leur structure et qui soulignent vraiment l'aide que ça peut leur apporter. Surtout à un moment où la question de la formation est très importante, et un moment où justement les entreprises ont du mal à recruter parce que les gens ne sont pas formés. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce sont des jeunes qui ont parfois arrêté l'école assez tôt, avant le baccalauréat, qui n'ont pas de formation et qui sont très éloignés du monde du travail. Ce qui est intéressant dans le TIGE, c'est aussi justement le lien qui est fait entre ces jeunes et le monde du travail. Ce sont des jeunes qui ne se sont parfois jamais retrouvés dans une structure, à se lever le matin avec des horaires, et qui se rendent compte grâce au TIGE qu'ils en sont capables. Ça peut paraître évident pour certains, mais c'est des jeunes qui souffrent aussi d'un grand manque de confiance en eux, qui se sentent pas légitimes à postuler à certains postes, et qui à la fin d'un TIGE, après avoir reçu des compliments, vont se dire mais en fait je peux très bien travailler dans une mairie, et ça peut vraiment provoquer un déclic pour les accompagner vers le monde du travail. Et vous parliez peut-être de la crainte de certains chefs d'entreprise. Je sais pas, je prends l'exemple, ma mère était coiffeuse. Admettons que dans son salon de coiffure, elle accueille quelqu'un pour travaux d'intérêt généraux. Bon, s'il y a un petit souci, est-ce qu'elle a un interlocuteur? Est-ce que s'il y a des tensions, par exemple, il y a un suivi? Déjà, c'est tout l'objectif de mon livre, de montrer un peu comment est-ce que ces jeunes ne correspondent pas aux idées reçues qu'on peut se faire sur eux. Parce que moi aussi, j'en avais. Quand j'ai commencé ces stages, j'étais un peu inquiet. Je me demandais comment j'allais être accueilli. Donc voilà, vraiment de dire qu'ils ne correspondent pas du tout à l'idée qu'on peut se faire d'eux. Et évidemment, s'il y a un problème, vous avez un référent, donc les fameux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui vont assurer le suivi de la peine tout au long de son exécution. Et s'il y a le moindre problème, on peut évidemment en référer au conseiller, qui fera remonter au juge d'application des peines, qui est celui qui contrôle l'exécution de cette peine, et la personne peut être d'ailleurs ça peut aller jusqu'à l'incarcération si un TIGE se passe mal. Vous dites qu'automatiquement il y a un référent, ça c'est très rassurant. Oui, absolument. Une personne qui va assurer tout le suivi de la peine. Alors dans votre livre, un exemple, vous nous avez donné tout à l'heure le parcours de cette personne qui passe par la Philharmonie et puis qui a un CDD. Un type de travail d'intérêt général que vous avez suivi et qui s'est bien déroulé et qui a eu, on va dire, une vocation, une vocation, qui a créé une vocation. Un exemple. Alors donc il y a déjà l'exemple de ce jeune qui est embauché après son CDD, et après je pense que c'est vraiment, ça provoque des prises de conscience. Moi je peux dire un petit mot sur mon stage. Moi c'est un stage de citoyenneté. On va débattre des médias, puisque c'est mon métier, je suis journaliste, donc je viens pour parler des fake news et ce genre de choses, et on va ouvrir des débats sur des sujets de société. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que ce sont des jeunes qui n'ont pas l'habitude de parler, qui n'ont jamais d'endroit où ils peuvent exprimer leurs opinions sur leur parcours, sur la société, parce qu'ils ont du mal à parler de leur peine avec leur famille, puisqu'ils ont parfois un peu honte de la situation. Ils parlent pas de leur situation avec la justice, puisqu'on ne parle pas à la justice. Ils sont très méfiants vis-à-vis des institutions. Donc tout d'un coup, on dégage un espace où pour la première fois, ils peuvent s'exprimer. Et c'est là où il peut y avoir un déclic, où ces jeunes peuvent se rendre compte qu'ils sont sur une mauvaise pente, aussi en écoutant les autres, avec un travail d'identification au parcours des jeunes qui les entourent. Mais là, sur un stage, où est la contribution, où est le travail? Parce que on a parlé tout à l'heure de l'exemple des collectivités locales qui pouvaient avoir, je sais pas, par exemple, tiens, un hôpital a besoin de renfort, le musée, vous nous l'avez dit, tout ça. Mais là, vous faites des stages, alors c'est très intéressant, mais finalement, c'est pas considéré comme une sanction s'il n'y a pas de travail. En tout cas, c'est absolument perçu comme une sanction par les jeunes. Les jeunes, ils vont devoir, sur une période d'une semaine, se lever tous les matins, arriver à l'heure, effectuer toutes leurs heures. On travaille aussi ensemble. Ils vont réaliser un journal dans le cadre de mon stage, par exemple. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Il y a certains de ces jeunes qui sont très désocialisés, qui sont très loin des habitudes qu'on peut avoir. Et il faut surtout pas tomber dans la caricature et se dire que c'est parce que ce sont des fainéants ou quoi que ce soit. Ce sont des longs parcours
très lent à partir de la déscolarisation, où ils vont petit à petit s'éloigner des institutions classiques et des parcours classiques. Bon, donc alors, rien que ça, c'est perçu comme une condamnation. Parlons vrai, c'est le principe de Sud Radio. Moi, je vous pose les questions brutes comme ça, et d'autres aussi au standard. Didier de Gans, c'est ça, dans les Pyrénées-Atlantiques, Didier, c'est ça ? Tout à fait. Bonjour. Alors merci d'intervenir à l'antenne. On avait un petit souci là, mais c'est bon, on vous entend bien. Alors vous, votre réaction sur ces travaux d'intérêt général? Écoutez, je suis dans le sujet m'a interpellé parce que... alors on a un petit souci, Didier. Est-ce que on va voir avec le standard si vous pouvez vous mettre dans un endroit un peu plus protégé. Je reviens vers vous. On essaye de faire le maximum. On a encore un petit peu de temps. On essaye de faire faire tout ce qui est possible. Donc vous disiez Basile de Bure, ce travail. Alors concrètement, ces tiges, est-ce qu'ils sont aussi formateurs? C'est-à-dire que on va faire combien de temps ça dure déjà un travail? Alors ça peut durer entre 20 et 400 heures. Et la moyenne, c'est 105 heures. Est-ce qu'à l'issue de ces heures de travail, on peut ressortir, par exemple, avec, alors je ne sais pas si c'est un diplôme, mais en tout cas, un certificat de savoir-faire? Alors, ce ne sera pas un diplôme ou un certificat, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est quelque chose que les jeunes vont utiliser, vont mettre sur leur CV. Dire, j'ai effectué cette mission, donc j'ai appris un certain nombre de compétences dans cette mission. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans le cadre de l'association dans laquelle je travaille, nous, on fait aussi de la formation et de la réinsertion. Donc le but, après la peine de tige, c'est d'accompagner ces jeunes, de leur dire, maintenant que vous nous connaissez, vous pouvez revenir, et nous, on vous proposera des formations dans la continuité de ce poste de tige. Est-ce que lorsqu'on fait un travail en prison, parce que lorsqu'on est incarcéré, on a aussi la possibilité de travailler, est-ce que finalement cette fonction ne fait pas doublon avec les travaux d'intérêt généraux? Parce que finalement, vous, le regard que vous avez, c'est qu'il est très positif, ce tige, mais encore une fois, peut-être que dans le concept de la prison, un travail est peut-être plus efficace en comparant les deux. Ouais, un petit chiffre déjà. Aujourd'hui en prison, il y a 28% des détenus qui travaillent. Il n'y a pas de place en atelier. Aujourd'hui, c'est pas possible de travailler en prison. Et on peut dire un mot sur nos prisons. Là, on a battu un nouveau record au 1er juin. Surpopulation. Il y a 73 699 personnes incarcérées. Dans ces conditions, c'est impossible d'accompagner les détenus vers la réinsertion. Hier encore, on a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme sur les conditions indignes de détention en France. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces conditions, la prison ne peut pas remplir son rôle d'amendement et d'accompagnement des personnes condamnées. De ce fait, ça justifie vraiment ces tiges. Exactement. Et donc vraiment de prévenir la délinquance. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de naïveté ou d'angélisme, mais de pur pragmatisme. Les tiges, ça permet de faire chuter la récidive de façon drastique. Donc ça, on devrait tous être d'accord sur son utilité. J'invite les auditeurs de Sud Radio à lire votre livre, Que le destin bascule, aux éditions Flammarion. Vous, Basile de Bure, journaliste qui avez suivi tous ces délinquants, appelons-les comme ça, qui ont eu des peines de travaux d'intérêt général. Merci pour cet éclairage très intéressant. Nous passons tout de suite le relais. André Berkoff. À bientôt.